La bataille de bord s'annonce difficile et déterminante, alors qu'à Addis Abeba, les négociations, laisse dire, piétinent. Elie Smith, la paix au Sud-Soudan, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, mais pour ceux qui ne connaissent pas M. Machar, c'est un monsieur qui aime trop le pouvoir. Et puis d'abord, il est un exemple d'un vrai chef africain, il est trop superstitieux. Parce que l'histoire de Machar commence d'abord en 91, ce n'est pas la première fois qu'il se rébelle. Il y avait Dr Machar, il y avait Lam Akol, il y avait un certain Gordon Kwang. Ils se sont rébellés contre John Garang. Et ils étaient trois, et puis John Garang est resté avec les Kir et les autres. Donc, et puis la différence est que John Garang n'est pas comme Kir. Kir c'est un militaire de terrain. Même quand on a eu les négociations avec le Soudan, Garang avait proposé Lam Akol pour être le ministre des Affaires étrangères soudanais. Et l'autre problème de M. Machar, c'est que, comme je disais, il est un vrai Africain, il est trop superstitieux. À la tournée de ce centenaire, de ce siècle, il y avait un certain prophète, comme vous avez un pasteur d'Aïroa, comme on l'a parlé tout à l'heure, qui avait prédit que le Sud-Soudan serait libéré du joug d'influence du Nord-Soudan islamique. Et il avait dit, c'est lui qui serait le leader, ça serait un monsieur qui a beaucoup fait les études, qui est gauchiste, qui écrit avec la main gauche, et qui a une dent fente là. Et la personne en question, c'est qui? Et Riek Machar pense que c'est lui. Riek Machar, il répond au profil. Il répond au profil, et que, autre chose, monsieur, le prophète s'appelait un certain Dungdeng. Quand Dungdeng avait un bâton, que beaucoup de Soudanais, vous voyez même le président du Soudan a ce bâton de commandement, a été ramené au Sud-Soudan en 2009 par un chercheur britannique qui s'appelle Douglas Johnson. Quand ce bâton est revenu, au lieu qu'on prenne ce bâton de commandement pour mettre au musée de Djouba, Riek Machar s'est précipité à prendre ce bâton. Même aujourd'hui, il marche avec. Parce que lui, il pense qu'il a fait beaucoup d'études, il respecte ce que le pasteur Dungdeng avait dit, puis il est gauchiste, non, et il a les lignes penchent dans la dent. Est-ce que peut-on prétendre à diriger une nation par une prophétie? Bon, vous savez, beaucoup de leaders... C'est réaliste aussi? Ce n'est pas réaliste, mais beaucoup des hommes politiques africains font ça. On a eu le cas de le commandant invisible en Côte d'Ivoire, Ibé, que sa copine avait rencontré un voyant vaudou au Bénin qui avait dit qu'il avait un destin national. Donc le gars s'est dit que lui, c'était son moment, il a voulu être au pouvoir. Voilà, donc, voilà le problème qui se passe. En fait de compte, c'est un pays qui est déchiré, sinon il veut à l'éclat. Merci bien, Elie Smith. Alors, oui, mon cher Giro Dongo. Je voudrais parler sur l'affaire du Soudan du Sud. Le conflit entre le président Kir et Machar ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2005, lorsqu'ils étaient encore dans le Soudan, ils se sont affrontés. Parce que le président Kir fait partie de l'ethnie des Dinka, qui sont majoritaires, et le Machar, les Nuer, qui sont minoritaires. Et je pense que ce conflit, cela traduit la lutte pour le contrôle du pétrole. Et on constate le soutien, l'appui inopiné du président Omar el-Béchir pour apporter le soutien à son homologue sud-soudanais, parce qu'il sait qu'en soutenant le président Kir, il se protège également d'éventuelles rébellions pour son pays. Et je pense que l'Union africaine doit intervenir pour que ces crises qui ont également des répercussions juste en Afrique centrale. On a vu avec les milices Janjaweed, de la LRA en Afrique centrale, il faut que des solutions soient apportées à ce conflit. Merci bien. Et que pense Sadio Kanté? Rapidement. Rapidement, d'accord. Voilà. Je vais confier à quelqu'un pour parler après, je parlerai après. Non, vous avez la parole. Ah, vous n'êtes pas encore prête. Non, je ne pas. Bon, voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. Une proposition? Non, là on parle beaucoup. Les attentes? Les attentes. Premièrement, les attentes, c'est que les deux belligérants doivent se unir. Mais il y a un point de correction. Les Nuer ne sont pas une majorité au Sud-Soudan. Non, j'ai dit les Dinka. Les Dinka sont majoritaires. Non, les Nuer ne sont pas minoritaires. Il y a au Sud-Soudan environ 200 ethnies. Et les Nuer ne sont pas... c'est la deuxième grande ethnie au Sud-Soudan. Et deuxièmement, si le problème a eu lieu, c'est parce que les Riek Machar se fâchent que quand M. Salva Kiir, il y a un mois, a fait une visite à Khartoum,
Et à Khartoum, il est revenu, le président soudanais les avait proposé de changer la garde, que beaucoup de gens qui étaient là, comme par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères, c'était des gens qui étaient des radicaux, il fallait changer. Même le secrétaire général aujourd'hui du SPLM qui est en détention avait aussi été enlevé pour mettre des gens qui sont un peu conciliatrices. Je pense que le problème est que c'est d'abord l'orgueil. Il y a des choses qu'on peut résoudre, que ces deux dirigeants n'ont pas eu le temps d'en résoudre, et que si le président soudanais les soutient, c'est tout à fait normal que le président soudanais ou le président ougandais soutienne le président Kiir. On ne peut jamais accepter, on vient de critiquer ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on ne peut pas accepter qu'un monsieur, parce qu'il n'est plus vice-président vice-président, où on a vu dans les pays, ici vous êtes ministre, le jour que vous n'êtes plus ministre, vous devenez un opposant. Donc on ne peut pas accepter que quelqu'un, il n'est plus vice-président, il décide de porter les armes. Étant donné que les négociations piétinent, alors que peut-on attendre de cette situation? Ce qu'on attend est qu'ils vont résoudre. Ce que Machar veut maintenant, que les 9 membres qui sont détenus en détention à Djouba, dont Pagan Amoun et l'ancien ministre des Affaires étrangères, que son nom... C'est ça qui constitue le verrou. Que si on les libère, parce que déjà même sur le terrain, ils sont en train de perdre. Ils ont perdu Bentiu, et c'est sûr qu'ils vont perdre bord dans les jours qui vont arriver. Merci, Elie Smith. Alors, Alphonse Ndongo. Moi, j'ai l'impression que c'est l'option militaire qui a été envisagée par Salva Kiir, parce qu'il bénéficie déjà de l'assistance de Museveni, et qui dit Museveni, on voit quelquefois les bons rapports que Museveni a avec les États-Unis, et comme il y a des enjeux pétroliers, il se pourrait que, évidemment, Museveni joue là la carte des Américains pour essayer de prêter main forte à Salva Kiir. Et puis, ce qui est quand même une incongruité aussi, lorsqu'on sait que les Américains ne sont pas en phase avec le président Béchir du Soudan, mais là, on a aussi le soutien du président soudanais qui voudrait, pour la simple bonne raison que nous sommes dans un cas de 40-60, c'est-à-dire 60% de revenus pétroliers sont dans le Sud-Soudan et 40% à travers le pipeline, qui évidemment permet aussi au Soudan de Béchir de bénéficier des royalties. Donc, autant de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai l'impression que du côté de Salva Kiir, on a beaucoup plus envisagé la solution militaire. Et moi, je pense que le plus grand danger, nous venons de parler de la République centrafricaine tout à l'heure, permettez que je revienne là-dessus, parce que le Sud-Soudan fait frontière avec la République centrafricaine. Je crains que l'instabilité qui a cours aujourd'hui en République centrafricaine, avec évidemment la situation du Sud-Soudan, qui est trop de circulation d'armes qu'on ne pourra pas contrôler. Et je ne sais pas si dans le cadre de la MISCA et de l'opération Sangari, on a tenu compte du fait qu'on devrait absolument sécuriser la frontière entre la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Sinon, tout ce qu'on va faire, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Merci bien, Alphonse Ndongo. Alors, Sadio Kanté, nous revenons à vous. Non, attends, c'est triste pour ce pays qui, il y a seulement 2 ans et demi, qui a demandé à avoir son indépendance. On arrive à ça. Alors, moi, je crois que le véritable problème auquel les Africains devraient se pencher, c'est le contrôle de la militarisation des États. Il faut structurer fortement les économies et les armées pour éviter que pour une frustration de par quelques personnes, tout un pays se retrouve dans une situation de désastre qu'on mettra beaucoup d'années à ne pas pouvoir, pour être mollement, remettre sur les rails. Donc, en amont déjà, il faudrait beaucoup de contrôle, énormément et que de plus en plus que les gens pensent un tout petit peu aux populations, parce que toute cette désolation, il n'y a qu'une seule personne qui paye, c'est le peuple. Il n'y a que le peuple qui bave. Eux, après, s'il n'y a pas de sanctions, après, ils trouveront des moyens de toujours s'accrocher, de répéter la bêtise. Donc, je pense qu'il faut revoir la structuration des armées, des économies et des mentalités. Voilà, merci bien Sadio Kanté, et nous abordons le dernier virage de cette émission avec la situation qui s'est produite le 30 décembre dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec la prise d'otages, fusillade à Kinshasa, donc, comme je l'ai dit, et à Lubumbashi. Des journalistes de la radio-télévision nationale congolaise ont été pris en otage, j'allais dire,
pendant plusieurs heures par des hommes armés. C'était le lundi 30 décembre, avant d'être libérés par une intervention des forces de sécurité. Des tirs ont été aussi entendus du côté de l'état-major et de l'aéroport Ndjili. Plusieurs dizaines d'assaillants ont été tués, selon le porte-parole du gouvernement de la RDC. Images et commentaires. Une prise d'otage en direct à la télévision nationale. Les studios de la RTNC à Kinshasa sont pris d'assaut par des hommes armés. Très vite, les forces de l'ordre congolaises encerclent les locaux, mais au même moment, l'aéroport de la capitale ainsi que l'état-major de l'armée sont pris pour cible par des tirs nourris. Quelques heures plus tard, le gouvernement congolais assure qu'il contrôle la situation. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. 40 agresseurs abattus, c'est le décompte des autorités, mais la situation a été très confuse. La population de Kinshasa a cru à un coup d'État. Il y a la population qui a vraiment paniqué et pratiquement tout le monde est resté chez lui à la maison. Vous savez, dans la panique, comme il y a eu des tirs un peu partout, et ce qui a fait que les autres militaires ont profité de la situation pour piller justement les habitants aux alentours de l'état-major des armées. Aucune certitude sur l'identité des assaillants pour l'instant, mais le nom d'un candidat malheureux à la présidentielle de 2006 est évoqué par les autorités. Peu après, des tirs ont éclaté dans d'autres villes de RDC, faisant plusieurs morts. Voilà, vous avez suivi là le reportage de nos amis de France 24. Alors, nous sommes rejoints sur ce plateau par Gérard Yongo. Gérard Yongo est l'auteur du livre « Un gourou apprenti sorcier » qui fait ici le témoignage du pasteur annoncé. Alors, Monsieur Gérard, bonjour et merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Ah, voilà. Vous avez suivi la situation qui a prévalu le 30 décembre à Kinshasa. Vous avez certainement côtoyé le pasteur ici cité. Alors, quel témoignage faites-vous de ce pasteur? Personnellement, ce qui s'est passé à Kinshasa ne m'a pas surpris. À la mesure où, déjà par le passé, en juin 2007, le pasteur qui traversait le fleuve avait déclaré qu'il allait prendre le pouvoir et qu'à cette occasion, il avait fait acheter l'ensemble de jeans à tous ses disciples, ceux qu'il avait sélectionnés pour l'accompagner dans la prise de pouvoir. Il avait donné la consigne à tout le monde que sur place là-bas à Kinshasa, il dirait aux gens qu'il allait procurer son fils, enfin, il avait des frères qui s'appelaient Séraphin et qui avaient été abattus froidement devant sa maison, tout simplement parce qu'il couchait avec lui les 2 filles qui étaient en quelque sorte la jeune reine qu'on préparait pour le prophète Moukoumbila. Et donc, il nous avait fait croire qu'il suffisait simplement d'avoir les cordes et d'attacher les militaires de la mer régulière, sans avoir besoin d'armes. Les nègres qui avaient cru, eh bien, ils ont traversé avec lui. Et au-dessus de Brazzaville, il a dit, vous attendez sur place le signal. Lorsque le signal sera donné, de nuit, vous prendrez les bidons, c'est 25 litres, et vous traverserez le fleuve Congo pour nous rejoindre là-bas. Alors donc, ceci m'a mené à écrire donc, ce livre. Je l'ai écrit pour attirer l'attention, je l'ai écrit pour sensibiliser, je l'ai écrit pour permettre justement aux autorités des 2 pays de comprendre le phénomène Moukoumbila, que c'était un danger et qu'il fallait justement prêter attention à ce genre de situation, parce que si les gens avaient pris le temps de lire, d'analyser le livre, certainement qu'on aurait pu éviter toute cette perte qu'il y a eu en RDC. Voilà, d'où ce titre, un gourou apprenti sorcier. Donc, le pasteur ici s'appelle le prophète Paul Joseph Moukoulou Moutombo. Donc, c'est lui l'instigateur de la situation qui s'est produite le 30 décembre dernier à Kinshasa. Alors, pour le regard, sinon le commentaire des journalistes par rapport à cette situation et ce qu'a dit
M. Gérard Yongo, qui est l'auteur de ce livre. Roby Kokilas. Bon, personnellement, je remercie monsieur qui a écrit ce livre parce qu'il prête beaucoup d'attention à ces phénomènes, comme moi d'ailleurs. Et c'est une occasion qui m'est donnée de parler là-dessus. Aujourd'hui, c'est lui, nous avons tous vu comment, d'une prophétie, d'une croyance naïve comme ça, ce monsieur se targue d'aller prendre le pouvoir. Alors, d'une manière générale, il n'est pas le seul, et ça doit interpeller le pouvoir de Brazzaville. Parce que nous savons ce qui se passe, nous sommes dimanche, dans la ville capitale. Alors, j'ai toujours dit, les affaires de Dieu sont très vieilles. C'est de vieilles choses, ça date de longtemps, la Bible est vieille. Mais curieusement, les deux Congos donnent l'impression qu'ils ont l'apanage des affaires de Dieu, où les hommes de Dieu se confondent aux ministres, depuis qu'on les appelle des ministres de Dieu, et ils se targuent même d'inviter un gouvernement. Moi, j'ai vu en RDC. Et cela est une belle leçon parce que j'ai vu à l'époque celui qui venait d'aller en prison de par l'escroquerie, celui qui est en RDC, comme on l'appelle déjà, Denis Lessi, inviter les membres du gouvernement parce qu'il avait une vision nationale. Il avait une révélation sur la paix en RDC. Alors, il invite les membres du gouvernement. Et il y a un certain nombre du gouvernement naïvement qui s'y rendent. Donc aujourd'hui, nous voyons presque l'apostasie. Aujourd'hui, les hommes d'église créent la peur au fond des chrétiens. Je souhaiterais même qu'il y ait une grande émission là-dessus parce que c'est un problème purement social. Malheureusement, la police nationale qui a pu constater cela avait pris des dispositions pour fermer certaines églises. Non, s'il vous plaît. Ils doivent le faire parce que aujourd'hui, les hommes d'église créent ce qu'on appelle la psychose. Je sais, psychiquement, l'homme a besoin de Dieu, mais chez nous, on exagère, on ratisse, on rançonne les paisibles citoyens, alors qu'au Bargui, ailleurs, en Europe, quand vous avez une église, qu'on paye la dîme, vous devez être connu par une banque. Et à la fin, il y a des virements bancaires. Mais ici, c'est trop. Donc, il faut que le pouvoir de Brazzaville fasse très, très attention, je le dis bien. Parce que c'est les mêmes qui vont aux églises, mais ces hommes d'église sont tellement religieux qu'ils se sont fait des fonds aujourd'hui. Ils utilisent les fonds des chrétiens pour leur bonheur et ainsi de suite. Je vous en prie, trop c'est trop. Si la RDC a vécu ça, pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Oui, merci bien, Romy Kokilas. Alors, Elie Smith, oui, un pasteur. Oui, un pasteur. Mais voilà, qui veut prendre le pouvoir. Un prophète qui veut prendre le pouvoir par la voie des armes. Bon, un prophète qui veut prendre le pouvoir, c'est pas grave. C'est son droit. Mais le problème qui se passe, c'est quand même grave que dans un pays comme la République démocratique du Congo, monsieur a écrit le livre depuis 2010. Ils n'ont jamais eu la peine pour lire. Ni, je pense aussi même à la République du Congo, personne ne le lit. Ça montre d'abord la faillite du service de renseignement de ce pays. Parce que si on a un bon service de renseignement, parce que si vous causez avec monsieur Yongo, il va vous expliquer, ou si vous achetez le livre, parce qu'acheter quand même le livre pour savoir les circonstances dans lesquelles il a mené de rencontrer ce monsieur. Pourquoi se fait-il que les services de renseignement de la République démocratique du Congo n'ont pas vu la dangerosité de cet homme? Donc, même ici sur le Congo, ça montre seulement qu'on n'a pas de bons services de renseignement. Parce que si vous avez de bons services de renseignement, c'est la même chose ici qu'on a dit avec les problèmes islamiques. Donc, on ne va pas quand même, parce que c'est le même parcours, les musulmans le font, les le font aussi. Quand, et moi, là où je diverge avec mon collègue et ami est que non, la liberté de culte, c'est une liberté. On ne doit pas interdire les gens d'avoir des cultes. Mais ce que les services de renseignement doivent faire, c'est de vérifier, de voir qui est ce pasteur, qui sont les gens qui vont dans leur église et savoir le but qu'ils font. Au lieu de faire des services de renseignement bidons où on voit seulement si vous êtes parti voir telle personne, vous avez dit telle chose. Moi, je félicite le monsieur qui a écrit, qui est avec nous, Gérard Yongo, et ça demande maintenant aux services de renseignement de nos pays respectifs de travailler et de regarder ce livre et de pas d'interdire, parce que comme il dit déjà que je veux qu'on interdise, non. Le droit de prier, c'est un droit démocratique que tout le monde a. On peut prier Dieu ou le diable, on n'est pas croire au Dieu. Mais il faudra qu'on ait les services de renseignement qui vérifient toutes ces églises-là, savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est la même chose avec les musulmans, savoir combien de mosquées qu'on a, qui sont les gens qui prient dans ces mosquées, la même chose dans les églises, qui sont les gens qui prient, quel est l'objectif. Et puis aussi,
un pasteur inviter un membre du gouvernement, ce n'est pas un crime. On voit Tipi Joshua au Nigeria, il a une grande église, les gens qui sont au Congo, ils vont là-bas pour prier quand ils ont des problèmes, ce n'est pas un problème. Chiluba en Zambie est parti là-bas, tout le monde y part. Mais le seul problème, c'est que là-bas, on contrôle, on connaît tout ce que Tipi Joshua fait. Tipi Joshua jamais ne organisera une rébellion au Nigeria. Donc il faudra qu'ici, dans les pays de l'Afrique centrale, qu'on soit un peu sérieux. Merci bien. Alors, pasteur, vous avez côtoyé le fameux prophète. Alors, vous êtes resté combien de temps avec lui? Et à quel moment vous avez su qu'il n'était pas, vraiment, il n'était pas réellement un serviteur de Dieu? Au départ, c'est pour la question nationale, pour la paix au Congo, que moi je me suis rapproché de ce monsieur. Et donc parce que nous sortons de la guerre, et le président de la République venait de remettre le Congo entre les mains de Dieu, et beaucoup d'années après, eh bien, il y avait toujours des problèmes, notamment dans le cadre de la circulation du train entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu recours à Dieu pour prier pour le Congo. Quand il est arrivé, il a prié, et il est reparti, puis 2 semaines après, le pasteur Ntoumé est sorti de la forêt pour s'implanter à Ginza. Pour lui, c'était déjà une réponse qu'on avait reçue de Dieu, que Dieu avait donc finalement approuvé la prière et exaucé la prière. C'est alors qu'il est revenu pour demander la récompense. Il dit, bon, nous avons prié, Ntoumé est sorti de la forêt et venu à Ginza, bon, il faut payer les argents. Ça a été payé. Mais moi, j'ai vendu une parcelle. J'ai vendu une parcelle, la faute de moi, et j'ai payé de l'argent ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez Il a prière, il a voulu que je devienne, que je prenne le baptême, il a voulu que je sois son évêque, son représentant ici, parce qu'il y avait des atouts, c'est ce que j'ai eu à faire. Et au départ, on ne parlait que de la prière. C'est à partir de 2005, donc une année avant les élections de la RDC, que le langage va changer, tu vas commencer à parler de la politique. C'est alors que ça a créé mon attention, et j'ai commencé à prendre des distances. Mais comme je voulais écrire, je suis resté. Alors j'ai infiltré le milieu, j'ai envoyé des gens sur place là-bas, j'ai reçu des rapports, ce qui m'a permis souvent de réunir un certain nombre d'éléments. À ce moment, ça devenait une enquête. Si je me disais précipiter à vite sortir de l'église, je n'aurais jamais eu toute information pour sortir de l'église. Alors, M. Gérard, lui, vous confie la charge de gérer son église ici au niveau de Brazzaville. Êtes-vous d'abord serviteur de Dieu? Parce qu'on vous connaît comme colonel au niveau de la police. Mais vous savez, il y a des aspects sociologiques. Chacun de nous a une croyance quelque part. Oui. Et moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est le terme de l'Éternel. Et lorsque une proposition comme ça vient pour dire que tu as prié pour le Congo, bon, maintenant il faut que tu continues avec cette prière parce que les problèmes ne s'arrêtent jamais le jour. On a prié, c'est vrai. Dieu exaucé, c'est vrai. Mais il faut continuer à prier. Et c'est comme ça que moi, j'ai accepté de cette responsabilité en devenant évêque. Malheureusement, quelques temps après, il va commencer à parler de la politique, alors qu'au départ, il ne s'agissait que de la prière. Il va commencer à enseigner la politique, à parler de la royauté, du royaume, que lui, il a investi un pouvoir divin, d'être roi en RDC, de diriger le monde, et tout ça, et qu'il va annexer le Congo pour faire le grand Congo et beaucoup d'histoire. Alors donc, voyez-vous, quand la prière a commencé à prendre cette tendance-là, et il organisait même des prières pour que le président élu démocratiquement en RDC trouve la mort, qu'il meurt et que lui le remplace. C'est ça qui a fait justement que ça a provoqué le départ de beaucoup de nos frères qui n'aiment pas à cette chose-là parce que nous on s'est rendu compte que finalement cela ne venait pas de Dieu. Voilà. Ne venait pas de Dieu. Alors comment comprendre cette cohabitation avec un tel personnage avec une vingtaine de femmes, un nombre, je ne sais pas, combien d'enfants? Ben, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que... Mais il y a au moins plus de 20 femmes. Oui, plus de 20. Parce qu'il y a des jeunes Quelles sont ces femmes? Il y a des jeunes filles. Quelles sont ces femmes? Quelles sont ces femmes? Ben, les femmes, j'ai eu l'occasion de les connaître, quand elles sont arrivées ici, pour la plupart, c'est des femmes qui viennent de l'intérieur, qui épousent à l'intérieur là-bas du pays. Ce ne sont pas des femmes qui viennent de la capitale, c'est déjà ça. Les femmes qui, pour certaines, certainement, ne savent pas lire et écrire. L'alphabet. Oui, donc il va les prendre à l'intérieur. L'alphabet spirituel. Et il dit que c'est prophétique tout ça. Parce que celui qui va prendre le pouvoir en RDC, c'est déjà un roi polygame, donc il va avoir plusieurs femmes comme Salomon.
Seulement on avait 1000. Oui. Donc lui, nous en avons plus. Parce que on avait connu combien? C'était pas les femmes. Oui. Une vingtaine. Qui sont arrivés à Brazzaville. Qui sont arrivés à Brazzaville. C'était des navettes, hein. Des navettes. Sans compter les jeunes filles que Sénadette lui donne et qu'il élève dans sa cour royale. Il attend qu'elles deviennent grandes pour les prendre comme femmes. Donc, si vous additionnez, vous associez tout ce monde-là, vous allez arriver à une cinquantaine. Oui. Seulement avec 1000, alors si lui il a 2000. Tout ça, ça corrobore avec les enseignements qui tirent de la Bible. Au moment des versets de Bible, vous dites que c'est une inventaire, c'est décrit. Voilà, l'avis du journaliste Alphonse Ndongo. Bon, ça ne m'étonne pas qu'on ait en face de nous ce genre d'illuminés. Hein. C'est déjà monnaie courante en Afrique. On se souvient de l'histoire de la prêtresse noire Alice Lakwena, qui a longtemps régné au Soudan et qui avait des prophéties à elle. Et puis, pourquoi pas, il faut le reconnaître ici au Congo, à un moment donné, à en croire le premier numéro du journal La Rumeur qui était sorti lorsque Jean-Claude Mbongolo est arrivé à Brazzaville en provenance du Poul. Eh ben, j'ai encore ce journal. Ntoumi, apparemment, aurait eu les mêmes pratiques. Quelqu'un qui a des visions, je ne sais pas quoi, et qui sait qu'il sera président, qui envoie des gens se battre avec des ficelles de tissu de couleur violette. Bon, donc, je n'en sais rien, mais tout au moins, je reconnais une chose, c'est que chacun de nous a une considération pour Dieu à sa façon. Je sais que Dieu existe. Je suis chrétien, je ne m'en défends, je ne m'en cache pas, je suis chrétien pratiquant. Je sais qu'il y a des bons pasteurs, heureusement la Bible l'a déjà dit, hein, il y aura des faux prophètes et c'est clair que ça c'est une prophétie que tout le monde doit connaître, celui qui lit la Bible doit le savoir, au mythe il faut que tu le saches, qu'il y a, Jésus-Christ a dit, il y aura de faux prophètes et il y en a justement aujourd'hui beaucoup. Et on compte sur les doigts d'une main, les vrais prophètes, heureusement ils existent, c'est tout ce qui nous fait plaisir. Et là on est en... Si à en croire d'ailleurs ses agissements, à lire ce qu'il a fait, comment est-ce que vous pouvez aller prendre le pouvoir en envoyant des mineurs, comme on l'a vu, je sais pas moi, équipés de quelques, je sais pas moi, des armes blanches, vous pensez que ça c'est du sérieux. Et quand vous lisez le livre, qui a été quand même écrit pas par de moindres gens, c'est un colonel de notre police, et donc gloire à Dieu, il a pu effectivement infiltrer le milieu et avoir le maximum d'informations, je l'en félicite. Parce que cela va certainement ouvrir les yeux de ceux qui ont encore un regard lent, ceux qui n'arrivent pas à voir alors qu'ils devraient voir. C'est déjà Merci quelque bien. chose d'extraordinaire. Et Sadio, que pense Sadio par rapport à tout ce que le colonel venait de déballer tout à l'heure? Non, mais moi, je perçois là un schéma terroriste, hein, à l'acte de ceux qui se disent des personnes de Dieu et qu'on en voit de plus en plus prendre pied en Afrique. C'est pas différent, dans un moindre degré, de ce qui s'est passé au Mali, que des gens qui se disent détenteurs de Coran ou de Bible, parce que la promptitude avec laquelle ça s'est passé en RDC, télévision, radio, dans 3 lieux différents et dans 2 endroits du pays, c'est quand même réfléchi et bête à la fois. Parce que après, il a voulu faire croire que c'était des gens, des manifestants qui se sont levés de façon spontanée et voulaient aller dire une déclaration à la radio, alors que l'aéroport n'est pas la radio déjà. Et puis, ce qu'il a fait dans l'intérieur du pays, c'est pas au Kinshasa. Nous faire croire ça, c'est un acte terroriste voulu par un homme de Dieu parce qu'il avait aussi manqué des élections présidentielles. Il voulait être président par voie. Je crois que c'était président. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait multiplier les voix. Candidat et les voix ne se sont pas multipliées malheureusement pour lui, et voilà. Mais aussi qu'il y ait des gens pour croire, parce que je comprends comme au Sénégal, quand il y a eu la déception politique, que les gens se soient accrochés aux hommes de Dieu qui se sont plutôt transformés en gourous des portefeuilles, qu'il y ait maintenant des gourous verseurs de sang sur toute l'Afrique, que des gens y croient. C'est ça qui fait un peu mal, parce que la naïveté due aux pauvretés, aux conditions de vie dégradantes, je crois, pousse les gens à croire un peu. Donc ils sont psychologiquement tenus par ces gens-là qui viennent d'abord avec la bonne parole, avec la douceur, pas très agressive comme l'homme politique ou le policier qui est censé apporter de l'ordre et qui donne le contraire. Donc ils sont amadoués par les bonnes paroles de ces gens-là au départ, qui s'avèrent un piège, qui peut être un piège non seulement au niveau individuel, familial, mais national et aussi international. Parce que ce qu'on voit aussi qui arrive en Centrafrique sous fond
crise entre deux religions qui cohabitaient jusque-là sainement. Je crois que c'est révélateur de beaucoup de choses et sur lesquelles il faut de plus en plus que nos États fassent attention et que heureusement qu'on a eu, je sais pas, n'importe quel un colonel qui a enquêté pour voir un phénomène 3 ans avant que ça se produise et que ça s'est pile-plan produit. Je crois qu'il y a une matière qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut contrôler pour le contrôle justement de ces religieux-là, de tous bords. Hein. Merci, ça de côté, nous allons... Je vous en prie. Oui. Je comprends quelque chose. L'intérêt, je pense, est de la part des Congolais surtout. C'est un phénomène social très dangereux aujourd'hui. Et je pense que la tribune de M. Smith nous apportera plus de lumière. Voilà. Il faut qu'il y ait une chirurgie vraie parce que lorsque vous êtes chrétien, vous le comprenez mieux. Je vous le dis parce que je suis chrétien pratiquant. Et je sais ce que ça fait. Aujourd'hui, les chrétiens en souffrent plus, les Congolais et ceux de la RDC, parce qu'ils connaissent ce qui se passe. Dommage que les doctrines sont tellement fortes, ils sont endoctrinés, ils ne peuvent pas parler. Il y a eu des familles qui se sont éclatées. Ce que je me suis fait parce qu'il a porté atteinte à un État. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas comment l'homme est esclave aujourd'hui de certains hommes de Dieu. Pourquoi ne pas le dire? Tout simplement parce qu'il y a un lycée à l'aise, je vous assure, des églises. Ce n'est pas une façon de dire qu'il n'y a pas des bons prophètes. S'il n'y avait pas des bons prophètes ou bien des bons pasteurs, pourquoi on serait chrétien? Mais je vous en prie, n'exagérons pas. L'État doit savoir qu'il doit faire ce travail. Sinon, ce serait un scandale. Merci. Monsieur Gérard, pour terminer avec vous, vous avez écrit « Et si Paul-Joseph Mukulukulu Mutombo n'était pas cet Élie dont il se dit l'incarnation, et si ce livre était un déclic de la fin de son aventure, alors pourquoi avez-vous écrit cela? Vous avez déjà, c'était une façon de prédire déjà son échec? Mais écoutez, moi je suis chrétien pratiquant, comme l'a dit le frère aussi. Hein, c'est quand même une vision. Hein. Donc voilà, pour écrire un tel livre sur un gourou, vous savez l'oppression qu'il y a et la pression qu'il y a, j'avais toutes les menaces que je recevais, il a fallu que la main de Dieu soit sur moi pour que je puisse justement arriver à produire ce livre. C'est qu'il n'est pas facile. Mais avant même ce que vous avez vu, il y a encore une autre partie, je ne sais pas la phrase qui vient avant, l'année par hasard, je suis encore en train de m'interroger pour dire au peuple de la RDC que Mukumbela représentait un danger et qu'il fallait nécessairement en tenir compte. Vous voyez, le livre donne même des détails sur le centre de formation qu'il a créé à Mampo, une localité qui s'appelle Mampo. C'est là qu'il forme les commandos. Ça a été écrit dans le livre. Voilà, nous aurons l'occasion de décortiquer et vous serez, comme on l'a annoncé ici, l'invité de Elie Smith dans la grande interview pour parler en long large de cet ouvrage. Merci bien, mon colonel. Alors, on termine avec Chrysostome qui a eu à lire ce livre de Gérard Yongo sur cet apprenti sorcier. J'ai eu le mérite. Le colonel m'a reçu chez lui, on avait fait une émission à l'époque que j'animais à Radio Brazzaville. Il faut simplement dire que le colonel a eu une vision en écrivant ce livre. C'est pas pour le défendre. Parce que lorsque moi j'ai appris ce qui s'est passé le 30 à Kinshasa, quand j'ai entendu le nom, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller dans ma petite bibliothèque et prendre le livre rapidement, le relire. Après, j'avais compris que le colonel était le prophète, mais sauf, comme a dit Élie, les services n'ont pas fonctionné pour savoir que Mukumbela constituait pour la RDC un danger. Il était même en exil ici au Congo. Au Congo Brazzaville, il a séjourné. Il a régné. Naturellement, il a séjourné ici et que les services l'ont laissé, ils n'ont pas pu lire le livre que le colonel a mis sur le marché. Maintenant que le livre, et j'espère que le colonel a encore des exemplaires, ou le livre est encore dans les rayons de certaines bibliothèques, mais que les Congolais achètent le livre pour pénétrer et avoir le message dont le colonel voulait bien mettre à notre disposition. Voilà, c'est très important, merci. Et Alphonse? Non, je voudrais ajouter à l'intention de nos autorités qu'il est temps, si cette église existe encore chez nous, franchement, contrairement à ce qu'il a dit que c'est la liberté de culte, mais franchement, une telle église d'un illuminé devrait disparaître pour ne pas que demain nous aussi, nous ayons des adeptes de Mukumbungi là qui vont chercher à mettre, c'est pas moi, à mettre la main sur la télévision nationale ou je ne sais pas quoi. Autre chose, je peux comprendre pourquoi les gens n'ont pas lu ces livres. Si ça avait été écrit par un blanc,
c'est sûr que les gens auraient lu. Mais comme c'est écrit par un noir qui plus est en congolais et qui plus est encore en colonel, c'est sûr que ses frères d'armes disent oh, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire. Et la raison est là, c'est qu'aujourd'hui, colonel, tout le monde finit par vous donner raison. Merci. Voilà, ici de noter que Gérard Yogo est colonel de son État. Il était le directeur de la sécurité civile. Merci mon colonel, merci d'être venu sur ce plateau, point de presse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de clôturer, Monsieur Elie, vous prenez rendez-vous